Zippo không á? Toàn là Zippo không á? Ghê không? Mấy người đó đang đây nói tất cả chúng tôi coi thử. Ok, ok. Le refoulement, tu vois, des trucs comme ça. C'est pour ça que les Japonais, le soir, ils les c'est bien visible. J'ai remarqué que les cartes, tu sais, on les prend dans 9 visage, ils sont encore là. Peut-être dans toute la ville, dans toutes les rues, c'est la copie exacte du son de Big Bang. La grande cour du palais, qui est juste derrière ces portes. D'abord le palais. Le palais date du 15e siècle. Pourquoi seulement 15e siècle? Pour nous en très simple, c'est que les îles Ryukyu, qui est le nom originel
de l'archipel d'Okinawa était composé d'une série de tribus organisées plus ou moins en royaumes qui se battaient entre eux. Tu m'as donné. Le pays n'a été unifié une fois que c'était au XVe siècle et la capitale n'était pas Naha. Naha, à l'époque, c'était un minable petit village. C'était Shuri. On a fait bâtir donc un palais à Shuri pour le nouveau roi. Ce n'était pas ce palais. L'ancien palais était nettement plus petit. Ce palais-ci, le plan date du XVIIIe siècle. En effet, le palais a été brûlé plusieurs fois, guerre, problème, la foudre, les typhons. Et le palais a été détruit la dernière fois en 1945 pour une raison très simple. Tous les palais au Japon étaient occupés par le gouvernement militaire de l'armée durant la guerre. Donc ce palais-ci, c'était le quartier général de toute la zone sud d'Okinawa et du Japon. C'était la première cible. Il a été rasé. Seul le soubassement en béton est resté et heureusement les plans du XIXe siècle ont été conservés. Donc le bâtiment a été rebâti à l'identique, je dis bien à l'identique. Une très légère différence, mais je ne vous en parle pas, c'est juste à un demi-mètre près de 2 pylônes. C'est pour dire à quel point ils ont respecté. C'est grâce au respect des plans d'origine du XVIIIe siècle que le château a pu être classé au patrimoine mondial. C'était au début des années 1990, je ne me rappelle plus l'année exacte, 94 ou 96. Depuis, le château est vraiment entretenu suivant les règles de l'UNESCO. Je précise que non seulement le palais a été bombardé et rasé, mais les grands portiques aussi, les portails. Donc tout ce que vous voyez comme grands portails et grands bâtiments, c'est des nouveaux, mais construits identiques à l'origine. Les murailles sont partiellement nouvelles, celles-là sont neuves. Celles de l'entrée sont vraiment d'origine. Le style architectural, regardez-le bien, c'est typique du XVIIIe et du XIXe. Semi-chinois. Je dis bien semi-chinois parce que ce n'était pas la Chine. Et si on regarde bien, et si le bout du toit est légèrement incurvé, cela deviendrait du style vietnamien du XIXe siècle. Ah bon. Eh oui. Maintenant, regardez bien votre brochure à la page où il y a le plan de la grande cour. Vous remarquez les bandes dans la cour. La cour royale des îles d'Okinawa était organisée exactement selon le principe de la cour des Ming. Rappelons que la cour chinoise des Ming a disparu en 1700, avant 1700, et que des fuyards des Ming se sont réfugiés au Vietnam. C'est eux qui ont créé la colonie de Ha Tien. Voilà. Donc, rien de nouveau sous le soleil, on retrouve nos ancêtres aussi. Hein. Et comme le protocole était chinois, comme chez les Vietnamiens, il y avait le mandarinat. Et il y avait les mêmes règles de préséance. Rappelez-vous la période de Yalamou de Munmang, il y avait 9 catégories de mandarins. Chaque catégorie était organisée en 2 rangs. Mandarin de premier rang, mandarin de rang. Eh bien, quand ils étaient réunis en audience mensuelle générale par le roi, ils s'alignaient par ordre de préséance le long des bandes parallèles qui figurent sur le plan de la cour. Alors, si vous vous rappelez votre visite du palais impérial de Hue, notre lieu de naissance, il y avait des bandes dont le bout était marqué par des petites statuettes, et il y a même des films sur YouTube où on voyait nos ancêtres, les mandarins, se prosterner du temps de nos empereurs. Eh bien, ici, c'est 100% identique. Encore mieux, les derniers mandarins des îles Ryukyu qui ont perduré jusqu'en 1879, les mandarins avaient exactement le même costume que Sumunma, bonnet à ailettes, grande robe, grand manche. Le même motif, les mêmes couleurs selon les grades, les mêmes plaques selon les entrées possibles dans tel ou tel bâtiment. Vous allez retrouver ici toute l'histoire du palais impérial du Vietnam. Voilà. Quand vous entrerez, vous verrez que la cour est totalement rouge. C'est la seule différence. Ici, l'influence chinoise est un peu plus forte, alors que la cour du palais de chez nous est totalement en noir à cause du bois vieilli. C'est la seule différence. Si la salle du trône est ouverte, ce que je vous souhaite, ça dépend des jours, malheureusement je n'y peux rien.
vous verrez que la salle du trône est entièrement rouge, alors que chez nous, la salle du trône est entièrement noire. Le trône lui-même est sur un petit piédestal, comme dans le palais suprême à Pékin, mais petit piédestal, alors qu'à Pékin, c'est carrément l'escalier. Au Vietnam, le piédestal n'a que 3 pieds, il n'a que 3 étages. Si vous vous rappelez, dans le Dinh Khai Hoa, le palais de l'harmonie suprême. Alors, selon vos désirs, pensez à tout ça et sachez que chaque année, une fois l'an, il y a la reconstitution dans cette cour du couronnement d'un roi des îles Ryukyu, organisé exactement comme le couronnement d'un empereur vietnamien. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez votre plan avec les lignes parallèles, juste devant le palais, à l'entrée même du palais à l'intérieur. Il y avait une tribune où était assis le représentant de l'empereur de Chine, qui était le suzerain. L'empereur faisait remettre un diplôme officiel reconnaissant le roi des îles Ryukyu, comme il reconnaissait nos rois Nguyen, jusqu'à Todok. Sur le côté droit, il y avait une autre tribune pour la reconstitution où officiait toute la délégation de Chine et où était mis Elle est mimi. Elle est superbe.
Ici relève directement du département d'Okinawa, c'est le plus grand, le plus beau, le mieux agencé. Ce mémorial se trouve dans la localité de Itoman. Comme vous le voyez, le mot localité ici ne veut rien dire parce que c'est une gigantesque conurbation tout à fait au sud de l'île. C'est comme si on passait de l'île à Roubaix puis à Tourcoing. Il n'y a aucune délimitation physique entre les villes, les localités et les communes. Je reviendrai sur place, bien sûr, sur le mémorial de la paix, sur certains aspects pénibles ou merveilleux de cet événement tragique. Cela dit, l'esplanade centrale se trouve légèrement à votre gauche, à votre droite. Devant vous, exactement dans l'axe, ce sont les murs où sont inscrits les noms des soldats morts ici. Bien entendu, ça vous rappelle quelque chose. Le monument des soldats américains morts à Washington, ce sont les mêmes types de plaques. Sur le côté droit, si vous regardez derrière vous, c'est-à-dire vers là, vers la montagne, vous aurez un monument aussi commémoratif. En descendant, après les plaques funéraires, vous aurez une excellente vision de la mer. Et sur la gauche, vous aurez des éléments escarpés. Ici même, s'est déroulée l'une des batailles les plus incroyables de toute la guerre. En attendant ma femme, qui va nous apporter les plans, je vous donne quelques indications pour comprendre la bataille d'Okinawa. Pour le comprendre, il faut savoir que le Japon n'a pas été bombardé pendant la guerre, durant toute la guerre, sauf à partir du printemps. Ce n'est que lorsque Okinawa est tombé que cette île a été utilisée en tant que base aérienne pour bombarder le Japon. Ce qui fait que quand un Japonais vous parle des bombardements de la guerre, il ne vous parle que de 6 mois. Du printemps jusqu'au mois d'août, qui a vu le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki. Et donc, vous comprenez maintenant pourquoi la bataille était tellement féroce ici, parce que c'était le seul endroit où on pouvait encore stopper les Américains pour les bombardements. Pour ce faire, à ce moment-là, le Japon n'avait strictement plus rien. La flotte n'avait plus de carburant, les avions non plus. Il y avait encore l'équivalent d'une dizaine de milliers d'avions, c'est-à-dire la consommation des 4 à 5 mois d'avions militaires. Il n'y avait plus de production, il n'y avait plus rien, plus d'acier, que dalle. À ce moment-là, a vraiment commencé un phénomène que tout le monde connaît maintenant, le phénomène des kamikazes. Ce phénomène n'était pas isolé auparavant, mais c'était des actes de désespoir incontrôlés durant les batailles précédentes, y compris à Pearl Harbor ou ailleurs. Quand on sait qu'on va mourir, on se dit oh, tiens, je vais m'écraser contre un ricain. Mais ce n'est qu'à partir de Okinawa que le phénomène kamikaze a été vraiment observé et analysé. À partir de la base la plus proche, qui était la pointe sud du Japon continental, entre guillemets, falaise. Or, durant la bataille, il y avait des coulis, des gens qui transportaient les munitions. Eh bien, c'était des civils d'Okinawa qui étaient réquisitionnés. Il y a eu des tas de milliers de suicides de civils d'Okinawa, ici même. C'est pour ça que le choix de ce mémorial a été fait à cet endroit. Il y a eu le plus de suicides de civils.